Bonsoir. Merci d'être là pour ce dernier talk de la journée sur R2DBC. Alors, je me présente, je m'appelle Bruno Bonin, je travaille chez CBP. C'est un courtier en assurance, ça envoie du rêve. C'est un courtier en assurance qui est à Nantes. Enfin, techniquement, on a beaucoup de choses super sympas. Alors, ça, c'est que juste un extrait. Et on recrute pas mal. Alors, si vous êtes tenté par une aventure nantaise, la ville la plus agréable à vivre en France, voire même en Europe, il paraît, je vous invite à aller consulter la liste de nos jobs qui sont nos positions ouvertes. Il y a plein de jobs hyper intéressants et plein de technos hyper intéressants. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le site. Alors, vous êtes là bien sûr aussi pour m'entendre parler de R2DBC. Donc, qu'est-ce que c'est R2DBC? Alors, R2DBC, ça veut dire Reactive Relational Database Connectivity. Donc, on est bien dans de la programmation réactive pour les bases de données relationnelles. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Reactive API et base de données, ça existe déjà. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de choses, notamment sur les bases de données NoSQL, avec MongoDB, avec son Reactive Driver. Cassandra aussi a une partie Reactive, Couchbase. J'en cite que quelques-unes, mais je crois qu'il y en a d'autres, hein, côté base de données NoSQL. Côté base de données relationnelle, il y a un certain nombre d'initiatives. Alors, il y a eu Oracle avec ADBA, ça veut dire, je crois, de mémoire, Async Database Access. C'est un projet, mais qui a été je crois, arrêté. Ils sont aussi une partie JDBC Reactive Extension. Voilà, de leur côté, il y a eu des choses. Alors, bien sûr, il y a la partie Vertix avec SQL Client, il y a des trucs chez Jasync SQL, etc. Il y a un certain nombre d'initiatives, mais c'est assez disparate. Donc, chacun essaye d'amener sa pierre à l'édifice. Et donc, l'idée de R2DBC, c'est bien de définir une interface standard pour tout ce qui est de la programmation réactive avec des bases de données relationnelles. Eh bien, relationnel. On s'occupe pas, ça ne concerne pas du tout tout ce qui est MongoDB, Cassandra ou autres bases de données NoSQL. C'est vraiment, on est sur la base de données relationnelle. Donc, qu'est-ce que définit R2DBC? Ben, ils ont des specs, et dans ces specs, ils définissent une SPI, Service Provider Interface, dans lequel ils indiquent voilà, les interfaces que doivent implémenter les drivers qui veulent être compatibles R2DBC. Et le tout est basé sur, ils se sont basés sur les Reactive Streams. Je vais venir un petit peu sur les Reactive Streams. Les Reactive Streams, ça a été quelque chose qui est plutôt standard. Maintenant, ça fait quand même 7-8 ans que ça existe. Et l'idée, c'était de définir le contrat entre un publisher de données, un fournisseur de données, et un subscriber, quelqu'un qui va aller lire les données et donc qui va aller traiter ces données. Donc, Reactive Stream API définit 4 interfaces. Il n'y a pas grand-chose en fait. Alors là, je vous en présente que 3. Il y a l'interface Subscriber, Subscription et Publisher. La 4e interface, c'est juste un héritage de Subscriber et de Publisher. Et donc, au niveau interaction entre ces différents éléments, on a donc le fournisseur, le Publisher, fournisseur de données. On a le Subscriber de l'autre côté. Donc, les premières étapes, pour le Subscriber, ça va être de s'abonner au fournisseur de données. Donc, il y a une méthode Subscribe. En réponse, le Publisher va envoyer un événement OnSubscribe au Subscriber. À partir de là, le subscriber va avoir la main sur la réception des données. Il va dire, voilà, il va envoyer le message request qui va dire, file-moi de la donnée, grosso modo. Et il va pouvoir dire, j'ai envie de traiter n de données. Ça peut être 1, ça peut être illimité. Et ensuite, le publisher, lui, une fois que ce lien s'est établi, il va aller envoyer des messages, c'est des événements en disant on next, voilà de la donnée, on next, on next, on next. Donc, grosso modo, voici la donnée, voici ma donnée, voici la donnée, voici la donnée, etc. Et à la fin, une fois que le publisher n'a plus de données à fournir, de possibilités, soit c'est fini, il n'a plus de données à lire, ce qui arrivera sur une base de données relationnelle, typiquement. Au bout d'un moment, une fois qu'il a fini de lire sa table, il n'y a plus de données, donc il va faire un onComplete pour dire au subscriber, voilà, j'ai plus de données à te fournir. Ou alors ça peut se terminer sur un on-error en cas de grosse cagade. Et donc il veut lui dire on-error, voilà, il s'est passé quelque chose. Débrouille-toi avec ça. Donc, R2DBC, basé sur Reactive Stream. Projet Reactor. Projet Reactor, c'est entre autres, ça fait beaucoup de choses, hein, c'est pour faire de la programmation réactive en Java. Et ça implémente la partie réactive Stream avec deux classes, pour ceux qui font du Reactor connaissent bien, c'est Mono et Flux, qui sont des publishers en fait. Et donc,
voici le premier bout de code qui va vous permettre de faire de la programmation réactive avec R2DBC. Donc, Connection Factory, c'est une classe de R2DBC qui va permettre de récupérer une connexion, enfin pas exactement, mais une fabrique de connexion sur votre base de données avec une URL R2DBC 2.h2 2.blablabla. Donc c'est là où on fait un petit peu le rapprochement avec la partie connectique quand on fait du JDBC. On a le même type d'URL, sauf que là ce sont des vraies URL, c'est pas les cochonneries qu'on a avec JDBC, parce qu'un JDBC en général c'est JDBC 2. Mais ce que tu veux dans la partie droite. Là c'est beaucoup plus, c'est conforme je crois de mémoire même à la RFC sur les URI. Donc voilà, je vais me connecter à ma base. Là, j'ai un exemple avec une base de données mémoire H2. Ensuite, je vais créer justement une connexion. Et donc, comme on est sur la programmation réactive, bah, même les connexions, on va avoir un publisher aussi. Donc publisher, partie réactive stream, un fournisseur de données. La première donnée, bah, c'est la connexion sur la base de données. Et ensuite, on va pouvoir faire sur cet objet connexion, on va pouvoir aller faire un create statement, c'est-à-dire je vais exécuter ma requête. Donc je vais voir mon create statement classique. On va faire ça va être comment ça s'appelle, une requête SQL de base, SQL select, je sais pas quoi, avec du binding sur mes variables. Et je vais lancer l'exécution. Et une fois que je vais lancer l'exécution, je vais pouvoir faire les traitements de chacun des enregistrements que je vais recevoir. C'est-à-dire que mon publisher au niveau base de données va dire voilà un nouvel enregistrement, voilà un nouvel enregistrement. C'est-à-dire qu'il va faire des appels à onNext, onNext, onNext. Et donc moi derrière, je vais faire un do onNext pour traiter la donnée. Je vais implémenter le do error pour traiter les cas d'erreur. Et puis le do onComplete, je vais pouvoir traiter ce qui va pas se passer, ce qui se passera pas bien. Non, j'ai sur do onCopy si ça se passe bien, pardon, excusez-moi. Et enfin, on finit par le subscribe, qui est l'élément qui va déclencher la lecture vers la base de données, qui va lancer toute la connectique plus le requêtage. Voilà. Et avec ça, voilà, j'ai fait 22 minutes, j'ai fait 8 minutes, vous avez à peu près tout sur R2DBC. Il n'y a pas beaucoup plus, il y a quelques interfaces, bon, il y a un certain nombre de classes, mais vous avez la base pour faire de la programmation réactive avec, en Java sur des bases de données. Et ça se veut standard. Je vais juste vous montrer un tout petit bout de code, parce qu'on est là aussi pour montrer du code. Alors j'ai un petit projet, alors c'est un projet Spring, mais excusez-moi. Non, blague à part. Ici, vous avez sur... je vais surligner, ça va être plus facile. Ici, j'ai deux drivers. J'ai un driver H2 et un driver Postgre, parce que j'ai des exemples avec Postgre et avec H2. Voilà. Et aussi, il y a alors la dépendance, là, ça ne se voit pas, parce qu'en fait, j'ai la dépendance directe via Spring Boot Starter Data R2DBC. Il y a aussi la partie SPI à mettre, à intégrer. Donc voilà, avec juste ça, vous allez pouvoir requêter votre base. Donc là, dans ma base, j'ai un truc tout bête, j'ai juste une petite base avec des robots, avec le nom du robot et le film dans lequel on retrouve le robot. Et donc, si je prends le bout de mon code, le bout de code que j'avais, que je vous ai montré, que je vais vous montrer, pardon. Alors, hop. Je reviens ici. Donc ici, je vais faire une recherche sur tous les robots qui jouent dans Star Wars. Donc ça, c'est l'URL de connexion. Alors, pour l'URL de connexion, soit on met l'URL, R2DBC, blablabla, soit aussi, on peut faire de manière programmatique. Les fournisseurs de drivers fournissent des Connection Factory, Postgres Connection Factory, H2 Connection Factory, sur lesquels on va pouvoir positionner l'ensemble des paramètres directement, le host, le port, le username, database, le nom de la base de données, etc. Mais bon, voilà, il y a deux façons de faire. L'une est équivalente à l'autre. Et donc, je vais lancer ce bout de code et je vais vous montrer ce qu'on avait vu tout à l'heure en termes d'interaction entre le publisher et le subscriber. Normalement, si ça se passe bien, on devrait voir des choses. Si ça ne se passe pas bien, on ne verra rien. Donc voilà, ici j'ai mon request. Alors j'ai unsubscribe, donc l'abonnement, le publisher, le subscriber s'abonne au subscriber. Le subscriber demande un certain nombre de données. Alors il met unbounded, ça veut dire file-moi la donnée, file-moi toute la donnée que tu as à disposition. Et ici on retrouve tous les événements onNext qui dit bah voilà, j'ai de la donnée, voici un nouveau robot, voici un nouveau robot, voici un nouveau robot. Et enfin à la fin on voit l'événement onComplete pour dire voilà, c'est fini, il n'y a plus de données, tu peux continuer ton job.
Voilà, donc avec juste R2DBC plus le Project Reactor, on arrive à faire à peu près ce qu'on veut. Ça reste hyper roots, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir refaire des requêtes SQL, refaire le binding, etc. Donc on est plutôt bas niveau quand on fait juste du R2DBC. C'est là où Spring Data va nous aider. Spring va beaucoup nous aider. Alors, c'est fait partie des frameworks qui font du R2DBC, il y en a d'autres. Hein. Mais bon, je vais parler de celui-là parce que c'est celui-là que je connais le mieux. Et donc, Spring Data R2DBC est un projet qui s'est monté au-dessus de R2DBC pour fournir des classes qui vont nous permettre, d'un point de vue programmation, d'être encore plus performants, c'est-à-dire ils vont encapsuler beaucoup de choses, même s'il n'y a pas grand-chose, on a bien vu dans R2DBC, mais il y a quand même des choses qu'on n'a plus envie de faire, les connectiques, etc. Et donc, ils ont encapsulé beaucoup de choses et qui vont faire que ça va être un peu plus sympa. Alors, je vais vous les montrer plutôt en démo directement. Ça va être un peu plus simple. Donc la première partie, c'est la partie connectique, configuration, et avec l'URL ici qu'on va retrouver ici. Donc on a Spring R2DBC URL qu'on va pouvoir spécifier dans son application.yaml. Dans Spring Data R2DBC, bien sûr, automatiquement, à partir du moment où il y a tout ça, lui, il va créer une instance de Connection Factory, exactement ce que j'ai fait à la main tout à l'heure. Et donc, avec la partie configuration automatique, on va avoir accès à une Connection Factory pour se connecter à la base. Et donc, dans Spring Data R2DBC, il y a plusieurs classes qui sont fournies par Spring pour faciliter les interactions avec la base. La première classe qui est assez sympa, c'est la classe Database Client. Avec Database Client, on va avoir la méthode SQL qui va nous permettre, un peu comme on avait tout à l'heure avec la classe connexion, on va faire SQL, notre requête, le binding, avec, comme l'autre, hein, avec le nom, etc. On peut rajouter des filters, etc. On va avoir ensuite la méthode map qui va nous permettre de faire un peu traiter les différents enregistrements qui vont nous arriver. Et derrière, on va pouvoir récupérer, lancer plutôt le job, le traitement de la requête, l'exécution de la requête. Et en retour ici, le all, bien, on voit qu'il nous retourne un flux de robots, un flux de ce que je crée des robots à la fin. Donc, on est bien sûr. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Spring Data R2DBC se base aussi sur le projet Reactor en termes d'implémentation des Reactive Stream. C'est pour ça qu'on retrouve flux directement ici. Donc si je lance, alors où est-ce que j'utilise ce bout de code? Je ne sais plus. Si ça doit être dans un test-u. Hop. Ouais, j'ai un test. Parce que je fais des tests. Non, je n'ai pas de test. Je déconne. Donc normalement, on devrait retrouver un peu la même mécanique. On va retrouver notre request, on va retrouver notre voilà, le request unbounded, le onNext et le onComplete. Mais tout ça est un petit peu caché maintenant, on ne le voit plus trop. On ne fait plus de do onNext, etc. C'est un peu caché, même si on peut le faire, on peut continuer. Voilà, ça cache un petit peu la complexité, enfin les choses un peu plus bas niveau. Donc ça peut être intéressant d'utiliser le database client, la classe database client. Néanmoins, ça reste encore bas niveau, c'est-à-dire qu'on est quand même si ça cache un peu la complexité, c'est-à-dire que voilà, à partir du moment où on a de la configuration, automatiquement on aura accès à Connection Factory et on aura automatiquement la création d'un database client, d'une instance. Donc voilà, tout ça, toute cette partie configuration nous est un peu cachée, donc c'est intéressant. Mais c'est quand même un peu loin de ce qu'on peut faire aujourd'hui de manière un peu plus moderne. Donc c'est là où Spring amène une autre classe qui s'appelle R2DBC Entity Template. Et avec R2DBC Entity Template, on va pouvoir faire des choses vraiment beaucoup plus sympas, plus proches de ce qu'on aime faire aujourd'hui quand on fait des accès aux bases de données. On va faire, donc voilà, ici, on a par exemple, ici, on va faire un select avec directement le nom de la classe, de l'entité. Donc il va y avoir un mapping automatique, il va y avoir création des entités automatiquement. Et puis voilà, on va pouvoir faire le from si on a un nom de base un nom de table pardon, un peu différent. Le matching query, enfin bon, ça c'est des choses qui sont plutôt qu'on fait plutôt de manière fréquente même maintenant. Donc on retrouve des choses qu'on fait déjà aussi. Si ce n'est qu'avec le retour du all, on récupère un flux de l'objet entité. Donc c'est plutôt sympa. Là, c'est sur un select. Bien sûr, R2DBC Entity Template fournit toutes les méthodes qui vont nous permettre à la fois de faire de l'insertion de données, avec l'insert ici, par exemple.
Et bien sûr, tout ce qui va nous permettre aussi de faire de la suppression. Enfin bon, toutes les actions de CRUD qu'on retrouve sur les bases de données de manière habituelle. De manière un peu plus sympa. Donc si je reprends ça, par exemple, je pense que j'ai un testu. Oh putain. Ne me dites pas que je suis le dieu du testu, c'est pas vrai. Mais pour vous, et spécialement pour vous, j'en ai fait plein. Et est-ce que ça marche? Ouais, normalement, ça va pas trop. Voilà, on retrouve le unsubscribe, le request, le onNext. En fait, là, je récupère juste pour la partie suppression le nombre d'éléments qui ont été supprimés. 3 éléments ont été supprimés dans la base. Voilà, alors pour avoir les logs, juste un truc, c'est pour avoir les logs unsubscribe, request, uncomplete, etc. Il suffit de rajouter log ici pour avoir ça en fait directement dans le code. C'est plutôt sympa, comme ça permet de un peu voir de tout ce qui se passe et de vous montrer comme ça directement la tambouille interne de Spring Data. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais maintenant on a plutôt l'habitude d'utiliser des repositories. Vous allez rire, ou pas. Il y a aussi des repositories. Alors, il y a le Reactive CRUD Repository. Alors ça, c'est pas un truc nouveau par contre. Le Reactive CRUD Repository existe déjà depuis pas mal d'années. C'était notamment utilisé pour Spring Data Mongo, par exemple. On l'utilisait. C'était déjà on pouvait déjà utiliser ça avec Spring Data Mongo. Néanmoins, maintenant, on peut l'utiliser avec des bases de données relationnelles. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir créer mon repository avec ma base de données sur ma base de données relationnelle. Bien sûr, le Reactive CRUD Repository fournit toutes les méthodes comme n'importe quel CRUD Repository que vous avez certainement l'habitude d'utiliser, les méthodes pour faire du save, du delete, du find by ID, etc. Et tout pareil, vous allez pouvoir surcharger, faire du find by name, créer vos propres méthodes et mettre vos requêtes comme vous le faisiez avant, quand vous faisiez du JDBC. Mais là, vous allez le faire avec de la programmation réactive. Donc forcément, les retours, c'est des flux, c'est pas des listes, par exemple. C'est du flux. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on est à peu près à même niveau, à peu près, que ce que vous pouviez faire avant avec d'autres frameworks Spring Data. Autre point, alors je vais juste revenir là-dessus sur ma présentation. Donc là, on a vu un peu la conf, on a vu la partie database client, on a vu la RDBC template et on a vu la partie repository. Alors bien sûr, on peut aussi avoir des transactions. Et il y a aussi les transactions avec R2DBC, bien entendu. Si vous aviez l'habitude d'utiliser la notation transactional sur une méthode, vous allez pouvoir la réutiliser. Ça va aussi marcher. Ici, je faisais un save sur deux repositories, avoir un début de transaction, un fin de transaction, ça va marcher. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils fournissent un Reactive Transaction Manager qui est créé automatiquement. Pareil, on est dans Spring, donc il y a plein d'objets qui sont créés automatiquement. Et avec cet objet-là, vous allez pouvoir varier les plaisirs. C'est-à-dire que quand vous allez faire, par exemple, le bout de code qui est ici, là, j'ai mis mon as transactional, je l'ai mis à la fin. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus va être encadré dans une transaction. Mais ça, je pourrais très bien le mettre entre les deux saves, par exemple, et seul le premier save ferait partie d'une transaction. Ça permet d'être un petit peu plus fin dans les zones que vous voulez voir comme étant dans une transaction. Donc pour vous montrer ça, qu'il crée bien des transactions, c'est aussi tracé. Donc là j'ai un petit serveur, avec des contrôleurs, un contrôleur qui permet de lancer des requêtes sur ma base. Hop. Et donc normalement là je vais créer à la fois un film et un robot qui joue dans ce film. Et donc normalement on a 2 saves. Donc le retour, il n'y a rien. Mais par contre ici, on va voir, on devrait voir, si on ne voit pas, je suis mal. Si, voilà, c'est la première ligne. Creating new transaction. Initiate transaction commit. Committing R2DBC transaction on connection, etc., etc. Et ensuite il relâche la connexion.
Donc voilà. Alors, en interne, bien sûr, au niveau transaction, ils ne se basent pas sur du thread local, c'est un peu différent parce qu'avec de la programmation réactive, c'est un petit peu différent, mais ils arrivent quand même à faire des transactions. Malgré ça, ça change un petit peu, mais ils se débrouillent quand même. C'est transparent pour nous en tant que développeurs, on ne voit rien du tout. C'est plutôt l'implémentation là qui est en action. Mais pour nous, c'est bien parce que ça ne nous change pas beaucoup la vie. Si vous voulez faire du développement réactif, de la programmation réactive, vous allez pouvoir. Et avec des réflexes que vous pouviez avoir avant, en fait, en termes de je mets des tags, je mets des annotations transactionnelles, je utilise un repository, etc. C'est plutôt hyper sympa. Je voulais vous parler aussi, encore autre chose qui est fournie dans R2DBC, si je ne me trompe pas. Ah oui, alors, quels sont les drivers qui sont supportés? Alors, il y a des drivers pour un certain nombre de bases de données, donc Oracle, MariaDB, MySQL, Postgre, enfin les bases de données les plus courantes, les bases de données relationnelles les plus courantes. Une autre base de données courante, c'est DB2, pour ceux qui travaillent dans des systèmes un peu plus anciens, comme moi. Donc effectivement, R2DBC DB2 est en cours de développement. Donc le dernier commit date d'il y a 2 ans. Nous avons 2 fichiers. Donc nous comptons sur IBM. Donc je compte sur vous pour dire à IBM, allez-y les gars. Non mais je crois qu'ils travaillent dessus. Normalement. Non, je crois qu'il y a des travaux autour de DB2 pour fournir un driver fait une implémentation, normalement, un jour, peut-être. On ne sait jamais. Bon. C'est DB2, quoi. C'est pas grave. Sinon, au niveau des clients, alors, sur la partie gauche, il y a des clients qui sont prêts, que vous pouvez utiliser. Bon, R2DBC, un peu roots, hein, on est un peu bas niveau, refaire des requêtes, etc. Donc Spring Data, j'en ai parlé. Il y a Jook aussi, je ne sais pas si quelqu'un utilise Jook. C'est aussi un framework pour faire des clients au-dessus de vos bases de données. Ils sont compatibles R2DBC, Micronaut aussi, depuis pas très longtemps, en fait, Micronaut, le mois dernier, je crois. Ils sont totalement compatibles. Pour la partie droite, JDBI, Liquibase et Flyway, il y a des tickets qui sont ouverts pour implémenter la compatibilité avec R2DBC. C'est pas encore fait. Pour Liquibase et Flyaway, alors si vous faites des projets Spring Data, effectivement, ça, moi je sais que je l'utilise quotidiennement, l'un ou l'autre, pour migrer mes bases de données. Donc effectivement, si on a un projet R2DBC et qu'il faut faire du Liquibase, parce que c'est quand même hyper pratique pour migrer les bases de données, hein, quoi qu'on en dise, bah là, le truc, c'est que on va pouvoir le faire, il n'y a pas de souci, on va pouvoir avoir Liquibase et Flyaway. Mais pour la partie Liquibase et Flyway, en fait, on va devoir, dans notre projet, importer quand même la partie JDBC, en fait. Donc, en fait, pour qu'eux puissent continuer de fonctionner comme ils fonctionnaient avant, il va falloir mettre des dépendances un petit peu, des vieilles dépendances, entre guillemets, des dépendances non réactives pour que ça fonctionne. Mais à la limite, c'est pas très très grave, hein, c'est juste 2 dépendances dans votre pomme pour faire fonctionner Liquibase ou Flyaway. C'est juste dommage de devoir insérer des dépendances complémentaires, alors qu'avec R2DBC, vous allez devoir juste insérer la dépendance R2DBC. Bon, voilà, bref, c'est possible, ça va pouvoir cohabiter, mais il va falloir insérer des dépendances qui, un jour, vont disparaître des projets plus réactifs. Alors, en plus de la partie SPI, Service Provider Interface, qui est définie par R2DBC, ils ont aussi une partie proxy, ce qu'ils appellent proxy, R2DBC proxy, je l'ai répété 3 fois. Proxy, merci. Donc c'est une librairie qui fournit des callbacks qui vont être invoqués à certains moments du cycle de vie des requêtes. Ce qui est intéressant, c'est que ça va grosso modo se glisser, glisser entre votre application et la partie driver. Et donc, à chaque fois que vous allez faire une requête ou que vous allez appeler une méthode de votre driver, il y a une callback qui va être appelée. Donc, vous allez pouvoir implémenter ces callbacks. Et vous allez pouvoir faire, par exemple, du logging. Si vous voulez loguer toutes vos requêtes ou je ne sais pas quoi, vous allez pouvoir implémenter un listener, par exemple, qui va être invoqué à chaque fois. Et vous allez pouvoir mettre des métriques, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez, en fait, pour tous les accès à votre base de données. Je vais vous montrer juste une petite implémentation rapide de la chose.
Alors j'ai fait oui, excusez ma souris. Un listener tout bête qui fait juste une chose, c'est qu'après chaque requête, alors oui, ça fournit donc une interface que vous devez implémenter, qui est la proxy method execution listener. Il y a proxy method execution listener et proxy execution listener, l'une héritant de l'autre. Ils fournissent aussi des formateurs, c'est-à-dire que pour les objets qui sont en paramètres des fonctions, comme ici nous avons un query execution info, qui est utilisé dans plusieurs méthodes. Ils fournissent des formateurs, comme ça permet de loguer facilement les informations que vous voulez loguer. Si vous voulez loguer le temps de la requête, c'est écrit au-dessus, le temps, la connexion, sur quelle connexion ça se produit, la requête, les bindings, etc. Voilà, un petit formateur, comme ça vous avez une belle ligne que vous allez pouvoir réutiliser, c'est nickel. Et moi, ce que je faisais juste ici, je loguais juste la requête avec son temps, etc. En plus, là, j'ai utilisé Micrometer pour faire un petit peu de récupérer des métriques, et donc pour compter le nombre de requêtes d'une manière générale. Et puis je les log en plus parce que je suis un peu feignant, je fais ça directement dedans, parce qu'on pourrait faire autrement, mais là, j'ai utilisé le Simple Metric, comment il s'appelle, Simple Meter Registry. Et puis je me suis amusé aussi à faire, excusez-moi, à loguer les requêtes un peu lentes, c'est-à-dire grosso modo, j'ai mis un seuil, tout ce qui est à moins de 50, plus de 50. Ouais, plus de 50 millisecondes, je log ça. Donc voilà, ça permet juste de faire un petit peu de log sur des choses qui se produisent, qui se passent dans notre système. Et donc si je regarde, je pense que sur la dernière requête, il y a eu des choses. Voilà, non, j'ai juste le query count ici et là, donc j'ai fait 14 requêtes. Mais si je fais par exemple, je vais faire une requête qui peut-être prend du temps, et je vais peut-être avoir un log. J'en ai deux, mais j'ai pas celui que je veux. C'est pas grave, j'ai pas de requête lente en fait. C'est trop performant, quoi. 10 éléments dans ma base, ça dépote. Bon, normalement ça devrait loguer, hein, si j'avais des trucs au-delà d'un certain nombre de millisecondes. D'habitude, non, ça peut loguer. Donc voilà, ça c'est intéressant aussi parce que ça permet éventuellement de tracer ce qui se passe sur votre base de données. Et donc voilà, ils fournissent aussi cet élément R2DBC proxy. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on a vu que moi, à mon avis, c'est plutôt une initiative hyper intéressante de vouloir standardiser la programmation réactive avec les bases de données relationnelles. Effectivement, et en plus, comme on a plutôt un support de pas mal de fournisseurs de bases de données, on a vu la liste tout à l'heure, donc on se dit que globalement, les gens y vont. C'est pas quelqu'un qui est à côté, enfin quelqu'un. C'est pas MySQL qui fournit son truc, c'est pas Postgre de son côté. C'est à peu près les principaux fournisseurs de bases de données qui ont leur propre version du driver réactif. Donc c'est plutôt vachement intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré que ça soit un peu, bien que ça soit un peu old school, on peut faire du R2DBC sans autre framework. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir du Spring ou autre chose, du Joule, du Micronaut, n'importe quoi, je sais pas quoi. On peut faire du R2DBC avec juste le client R2DBC. C'est un peu roots, mais ça va le faire. Donc c'était intéressant pour pouvoir se faire la main sur la programmation réactive sans avoir d'autres frameworks que R2DBC et Project Reactor, par exemple, ça suffit. Mais par contre, effectivement, il reste pas mal de choses à faire. Effectivement, il y a des frameworks qui sont encore en cours de mise à jour ou qui réfléchissent à se mettre à jour, comme Liquibase du Flyway. Pour moi, c'est les deux trucs c'est deux librairies que j'utilise qui sont toujours pas compatibles. Et sur la partie Spring, alors là, c'est un truc qui, pour l'instant, vous allez me dire c'est horrible, mais si vous avez des relations entre des tables, ce qu'on a à peu près tous, hein, quand on fait des... quand vous allez faire une requête, il ne va pas mettre à jour votre relation, ce qui fait que vous allez devoir utiliser d'autres façons de faire, c'est-à-dire que vous allez refaire des requêtes derrière. Bon. Pour l'instant, c'est un peu lourdingue de ce côté-là, je vous le concède. On peut espérer que ça progresse dans les mois à venir. Les années, les mois, j'espère. Mais voilà, il y a quand même des trucs, ça c'est un vrai souci, effectivement, ça, si vous voulez faire du... côté programmation réactive avec R2DBC, c'est un vrai problème. Alors après, il y a des contournements, on peut passer par des entity listeners, etc., l'entity callback, pour faire des requêtes complémentaires qui vont alimenter vos relations, mais faut faire un peu de code, quoi, ce qui est un peu chiant, ce qui est un peu dommage. Mais voilà. C'est un peu dommage, mais ça progresse et ça progresse plutôt bien. Enfin, c'est extrêmement sympathique de travailler avec quand on aime la programmation réactive.
Voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie. Si vous voulez le code, il est par là. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Vous avez super faim parce que alors moi. Oui. Bah, c'est tout le truc de. Voilà. Est-ce que ça prend, la question c'est est-ce que ça prend des ressources en plus? Bah, en fait, c'est tout le truc de la programmation réactive. En fait, ça va permettre pas mal de choses. Ça va avoir une meilleure répartition des ressources, une meilleure utilisation des ressources. En fait, mais c'est lié à la programmation réactive en général, pas juste à la partie R2DBC. Mais oui, en termes de ressources, on va être dans une meilleure utilisation des ressources. On va avoir des choses moins bloquantes, donc forcément, ça va être mieux. Alors, il y a des choses comme ça, mais en termes d'utilisation des ressources, c'est meilleur. En fait, c'est mieux partagé, c'est mieux distribué, etc., etc. Mais ça, c'est général à la programmation réactive, en fait. Ouais. J'ai vu que sur les on-next, il y avait à peu près 15 minutes entre chaque on-next sur ton premier, test. Ouais. Ça me paraît assez élevé, 15 minutes pour chaque lecture de ligne. Alors, Est-ce que tu as fait une comparaison de lire les 3 lignes en synchrone, pas en réactif, versus la version réactive? Est-ce qu'il y a Alors la question c'est, il y a des latences plutôt importantes dans mon test entre chaque on-next. C'est-à-dire que grosso modo, quand je balance le publisher publie la donnée, voilà, je vais y arriver. J'ai pas fait de test de perf, c'est des choses que je dois faire en fait en termes, parce que j'ai déjà un projet au boulot là, qui va me permettre, enfin j'espère pouvoir utiliser. Et je t'avoue que j'ai pas fait attention en fait, j'ai pas fait, effectivement, c'est une très bonne remarque, j'ai pas fait gaffe. Après, il faut voir, je suis sur mon PC, c'est pas un PC de compète non plus. Sur la partie, je sais plus où c'était, mais c'est possible que ma base de données soit pas top non plus, enfin, etc., etc. Les tests de perf restent à faire effectivement pour vraiment comparer effectivement mode réactif et mode non réactif. Effectivement, ça peut paraître énorme, hein, 15 millisecondes. Ouais. Oui. Alors la question c'est est-ce que je peux faire du Spring Data R2DBC avec Quarkus, si j'ai bien résumé? Ah, je ne saurais pas te répondre, je ne connais pas assez Quarkus en fait pour pouvoir te répondre, je suis désolé. Ouais. Ouais, 092 je crois, 091. Alors, moi je sais que c'est une très bonne question hein, sur la version. Alors la question c'est, on est sur une version 09 de la doc et puis de l'implémentation en fait. Oui, alors si je regarde bien le nombre de librairies que j'utilise, librairies Java dans mes projets qui ne sont pas en version 1, je dirais, c'est pas très très grave, quoi. Mais je pense qu'ils vont bientôt, en fait, il y a des versions qui sont en train d'être pondues là, et ça devrait arriver cette année, en fait, la version 1, je pense. Voilà. Mais regarde, je suis sûr, tu regardes dans tes trucs, tu fais Maven Dependency Tree, tu vas voir, ça va te faire bizarre. Bon, alors, tu fais ça sur Node, voilà. C'était un bon vieux troll. Voilà. Merci.